Bienvenue à l'écoute de Covid-19, Souvenirs et horizons d'artistes. Ce podcast est dédié aux regards d'auteurs photographes sur les effets de la crise sanitaire dans leurs projets et dans leurs pratiques photographiques. Découvrez un témoignage singulier chaque mardi de l'année 2020 sur le site internet de Stimultania et sur sa page Facebook. Aujourd'hui, Serge Lhermitte nous livre son témoignage. Serge Lhermitte a une cinquantaine d'années. Photographe plasticien, il nourrit sa pratique des questions politiques reprises par la société civile pour aborder des thématiques comme le travail ou l'urbanisme. Il enseigne à l'école d'art de Clermont-Ferrand et est basé à Lyon. Bonjour Serge, merci de participer au podcast de Stimultania. Pour commencer, parlez-nous de l'intérêt ou de l'utilité que vous trouvez à votre position d'auteur photographe dans la situation sanitaire actuelle. C'est une position pour moi qui est annexe, qui est pas véritablement dans la prise directe avec la situation, tout simplement parce que c'est pas une question de photographie de reportage ou de choses comme ça, donc j'ai pas de prise directe avec la situation réelle. Mais c'est une situation annexe parce que de toute façon on est impacté par rapport à ça, que on le subit, on l'a subi dans notre chair. Donc de toute façon, elle va apparaître. Après, comment elle va apparaître, ça je peux pas le dire. Donc c'est pour ça que je parle de position annexe, parce que à côté, tout en étant impacté, tout en étant bien conscience que ça va avoir une influence, mais quel type d'influence, j'en sais rien encore. Je ne saurais pas le dire. Aujourd'hui, on peut dire que la société est ébranlée par la crise du Covid. Quelle forme de consolation vous estimez pouvoir apporter ? La consolation, malheureusement, je crois que je vais pas en apporter. En tout cas, j'apporte pas de consolation parce que tout simplement parce que mon travail est toujours en prise directe, en général avec des positions sociales, donc sociétales. Donc ça sera toujours le réel. Après, il apporte un décalage. C'est jamais, comme je le disais dans cette première question, c'est pas journalistique. Donc je suis pas là sur une analyse objective de la situation réelle. Il y a une analyse de la situation, mais elle va amener un décalage, une autre forme. C'est ce qui fait qu'en fait, je me situe plus dans un champ de l'art que dans un champ de l'information. Mais donc, du coup, pas de consolation. Enfin, je pense pas que j'amènerai de la consolation. J'amènerai un décalage, peut-être un autre regard sur les choses, peut-être une autre façon d'appréhender les choses. Mais ça parlera de ça. C'est aussi un des gros problèmes de ma forme, peut-être, qui est de parler de choses réelles et sociétales sans que ça évoque de l'imaginaire, de la féerie, de la passion. Peut-être qu'on reste dans le concret, mais c'est juste décalé, amené différemment. Voilà. Donc malheureusement, je ne pense pas que je vais amener beaucoup de consolation. Qu'est-ce que vous inspire le mot lien aujourd'hui dans votre pratique ? Alors ouais, ça c'était une question sur laquelle j'ai un peu buté au départ, mais en même temps pas forcément puisque le lien, il y en a, quoi. Il y en a automatiquement dans la question de la pratique. Tout simplement parce que, en général, l'ensemble de mes productions photographiques ou artistiques sont autour de liens. Et le lien, il est autour notamment de la question politique, de la décision politique et comment elle va impacter l'administré et comment éventuellement l'administré va pouvoir se l'accaparer, cette position, pour pouvoir la détourner. Donc c'est forcément ce lien-là. Et dans cette situation donnée, même si pour l'instant j'ai pas d'idée de préconçue de pièces que je pourrais faire d'envie, on a forcément ce retour, ce lien-là entre le politique et l'administré, entre une décision, alors pour le coup véritablement verticale, une décision étatique qui dit voilà, on bloque tout, on arrête tout, tout le monde reste chez soi, et l'administré qui globalement, puisque c'est globalement quand même ce qu'on entend, accepte cette situation, se confine, reste chez lui, etc. Donc les liens sont véritablement pas forcément dans la forme. Donc c'est là où je peux dire que j'ai coincé un petit peu sur cette question parce que j'entendais plus sur la question de la forme, et en fait non, ça va pas être un lien formel, mais c'est un lien véritablement de fond. C'est-à-dire que cette situation est exactement comme les autres situations. À chaque fois, j'amorce une pièce où il y a véritablement un lien entre le politique, l'administré, et donc du coup après comment je peux créer des formes
autour de ces rapports-là, autour de ces rapports de liens décisionnaires et comment on détourne cette décision. Donc le lien, bah ouais, je vais là moi je le vois parce que c'est une décision qui a impacté beaucoup plus, quoi. À quel endroit vous pensez être sorti de votre zone de confort? La zone de confort. Alors, la zone de confort elle est très problématique pour moi parce que c'est vraiment alors c'est aussi parce que je suis enseignant en école d'art. La zone de confort c'est un élément de langage pour moi pédagogique qui est autour de tu fais toujours la même chose, il faudrait que tu sortes de ta zone de confort. Et pour le coup, je ne fais jamais la même chose. Dans mes pratiques, alors effectivement, si je garde toujours ce lien politique administré et que c'est ça qui est une méthodologie pour aller chercher des pièces, pour aller chercher des formes, mes formes sont à chaque fois différentes et à chaque fois je remets tout sur le métier pour pouvoir justement à la fois trouver d'autres formes photographiques et d'autres formes de présentation de l'image. Donc la question de la zone de confort, en fait, je la détruis systématiquement. Donc cette période-là n'a pas été plus propice à détruire ma zone de confort que d'autres. Je dirais juste même que j'ai fait le gros dos, quoi. C'est-à-dire que pendant cette période-là, en tout cas, j'ai pas cherché à produire des choses. J'ai plutôt fait de la post-prod ou des éléments comme ça, mais pas du tout. Donc c'est pas, il n'y a pas de zone de confort. En tout cas, moi, je me suis jamais mis dans une zone de confort parce que pour moi, elle est antiproductive. C'est-à-dire que dès que je commence à établir une série qui est au-delà de 10 images, je m'ennuie et j'ai besoin de retrouver un autre challenge. D'où la question de la zone de confort que je ne ressens pas. J'ai pas eu à me déstabiliser, quoi. Si vous estimez pas forcément être sorti de votre zone de confort, est-ce que ça n'a pas du coup impliqué d'effort alors? Bah non, c'est ce que je disais. Justement, j'ai fait le gros dos, quoi. J'ai attendu que ça passe en faisant d'autres choses. Et je pense que voilà, ce confinement-là ne va pas impacter ma méthodologie de travail. C'est en ça que je ne sors pas de ma zone de confort, parce qu'en fait, ma zone de confort, c'est justement de ne pas y être. Donc, je me suis pas installé dans une forme de routine du tout plus, quoi. Qui aurait été ça, finalement, ma zone de confort, ça aurait été de produire. Mais en fait, non. Du coup, pendant le confinement, est-ce que vous avez quand même poursuivi un peu votre pratique photo? De quelle manière? Alors de manière assez étrange, parce que du coup, j'ai pas du tout produit de l'image. J'ai fait de la post-production parce que il y a des échéances qui vont arriver, donc quelques expositions qui ont été reportées à l'été ou à la rentrée. Donc là, dans la mesure où il y a des échéances, il y avait quand même du travail à faire. Donc on va dire plus de la post-production, mais pas de création d'images. Par contre, une chose que j'ai adoré faire et qui a été vraiment une chance pour moi pendant ce confinement, c'est que je suis enseignant en photographie, en école d'art, et que ça m'a permis de faire de l'analyse d'image, en fait, de l'analyse iconographique, et de choisir. Alors, c'était une semaine parce que du coup, on a monté une radio, etc. Donc, c'était de faire des podcasts de son autour d'une image et de décortiquer cette image et de raconter une histoire uniquement par rapport à sa forme. Donc, de ne pas rentrer dans une histoire de l'art, mais juste de partir de l'image en elle-même, de son titre, de l'auteur, et à partir de ça, de raconter une histoire. Et ça, pour moi, ça a été c'est des choses que je voulais faire en pédagogie depuis très longtemps, qui est de dire uniquement en regardant l'image, en la déconstruisant. D'abord, ça nous apprend à la construire en tant que créateur, et ça nous raconte une histoire. Et c'est pour ça que cette image, elle marque. C'est parce qu'elle est magnifiquement construite par rapport à un propos donné. Et voilà. Et donc, je me suis énormément investi dans cette question-là, qui n'était pas pour moi de créer l'image, mais de décortiquer l'image pour la redonner à voir.
Du coup, comme on parle d'images, vous nous en partagez une. Est-ce que vous pouvez nous raconter la vôtre? Donc c'est une image qui est issue d'une nouvelle série qui n'a pas été encore présentée, qui sera présentée pour la première fois à la Biennale de photographie de Mulhouse en septembre. Il fait partie d'un triptyque mobile qui est normalement vu en caisson lumineux. Donc c'est pas une image à lumière réfléchie, hein, c'est vraiment une image à lumière immanente. Donc c'est ça qui aussi m'intéressait, la question du caisson lumineux. Et c'était des images qui ont été faites dans les pistes Michelin à Clermont-Ferrand lors d'une commande photographique sur la question de ces lieux-là. Cette image m'intéresse par rapport à effectivement le lieu qui est assez étonnant avec son maillage de structure béton au niveau de la voûte, puisque en fait il s'agit de pistes d'essai à la fois horizontales de très très grande longueur et à chaque extrémité il y a un half pipe, donc un quart plutôt de cylindre, voilà un quart de cylindre qui permet à la machine de monter et de redescendre de l'autre côté. Voilà, et donc ce qu'on voit, c'est justement ces structures en béton qui permettent ce quart de pipe. Et après, c'est de jouer avec ces lieux-là, leur donner une atmosphère. Là, il y a une atmosphère très nuageuse, assez étonnante, notamment de poussière, parce que ce sont des lieux qui sont abandonnés, dans lesquels il y avait énormément de rotation. Et il y a un personnage qui court, comme ça, on sait pas ce qu'il fait là-dedans, ce qu'il fuit. Voilà, on a une impression d'étrangeté. Et en fait, donc c'est la partie centrale du triptyque. Et des deux côtés figurent les machines qui sont restées dans ce lieu-là et qui sont notamment photographiées avec des jeux là aussi de lumière et de texture, de poussière. Et on a l'impression que c'est deux monstres qui l'enserrent et qui viennent le courser. Donc en fait, il y a une espèce de logique là-dedans. Mais c'est aussi ce rapport entre l'homme et la machine, l'homme et les lieux, et notamment par rapport à une vision industrielle passée, qui est en fait cette industrie d'avant, du 19e, du 20e siècle, hein, celle qui nous a amené dans, on va dire, l'impasse climatique dans laquelle nous sommes. Marion Pednon, qui vous a précédé, pose la question suivante. Est-ce que la situation actuelle aura une influence sur votre regard d'artiste et sur vos sujets de prédilection d'un point de vue politique ou social? Là aussi, c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que effectivement, dans ma pratique, systématiquement, le politique influe dans le social et c'est ça qui m'intéresse et c'est ce lien-là que j'essaye de prendre et pour faire forme. Donc oui, je dirais oui, forcément. Mais là où je vais le relativiser, c'est que je pense que ça ne sera pas direct. Je pense qu'il n'y aura pas de pièces faites sur la question du Covid, faites sur la question du sanitaire, faites sur la question du care, voilà toutes ces choses qu'on peut avoir en ce moment. C'est pas tellement ça qui, je pense, va m'intéresser. Par contre, je pense que ça aura un travail de sape. Je pense que ça aura un travail indirect, peut-être même inconscient. C'est-à-dire que le temps qu'on a passé, toutes les émissions qu'on a pu écouter, tout ce qu'on a pu entendre là-dessus, sur les liens directs, sur les propositions des États, sur les manques de masques, sur le mensonge, puis sur le retour, etc., aura un travail de façon indirecte, pernicieux sur le travail. Donc je pense que ça va se retrouver. Après, c'est comment ça va se retrouver, je sais pas. Et je pense que ça va se retrouver quelque part. Ouais. À quelle question auriez-vous souhaité répondre? J'aurais plutôt envie de poser là aussi une question plutôt sociétale. Alors si je devais la formuler, ça serait un petit peu pensez-vous que l'expérience collective de la mise en veille de l'ensemble de notre société a permis de développer un esprit collectif ou au contraire n'a fait que renforcer un peu plus l'individualisme? Eh ben, merci beaucoup Serge d'avoir participé et d'avoir partagé votre expérience et vos ressentis. Eh ben, merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. À mardi prochain pour un nouveau témoignage et pour écouter la réponse à la question de Serge Lhermitte.